Bien, bonjour. Donc, ce cours s'intitule Interprétation des données quantitatives. Il fait suite au cours du premier semestre, du semestre 5, qui s'intitulait Analyse des données quantitatives. Alors, rapidement, dans le précédent cours, j'ai eu l'occasion de me présenter, mais je le refais ici pour vous remettre en tête quelques éléments. Donc, je suis maître de conférence ici à Rennes 2. Je suis chercheur au laboratoire Espace et Société, laboratoire ESO, qui est constitué de sociologues et de géographes principalement. Et sinon, je suis également chercheur à l'Institut national d'études démographiques, à l'INED, donc où je suis accueillie dans l'unité Identité et Territoire. Voilà. Donc mes principales thématiques de recherche portent sur les pratiques linguistiques notamment en lien avec les trajectoires migratoires. J'ai des travaux également qui questionnent l'orientation scolaire des jeunes, leur formation en fin de collège et à l'entrée à l'université. Voilà, donc si pour certains de ces aspects dans vos projets de mémoire, vous avez besoin d'une bibliographie ou voilà, de précision, vous pouvez toujours me solliciter. On va voir dans le cadre de ce cours une méthodologie quantitative qu'on a donc commencé à étudier au premier semestre. Il s'agit de l'analyse factorielle, mais de façon générale, et sans doute dans les exemples que je pourrais vous donner à plusieurs reprises, vous verrez que il est toujours intéressant de pouvoir allier méthode qualitative et méthode quantitative. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire dans mes travaux et c'est aussi une des spécificités de mes recherches que je trouve intéressantes à travailler. Alors, l'objectif de ce cours, donc sur l'année, je vous l'ai dit, il s'agit de vous initier à l'analyse factorielle des correspondances, AFC, et puis ACM, analyse des correspondances multiples, donc qui portent sur des variables catégorielles. On a vu au cours du premier semestre comment ces données quantitatives et en particulier donc ces données catégorielles pouvaient être mobilisées à partir d'indicateurs simples comme le tri à plat, le tri croisé. Je vous ai présenté quelques éléments qui sont l'écart à l'indépendance et le qui-2, qui sont donc des outils que l'on va utiliser encore dans ce second semestre. Donc il vous faut avoir en tête et maîtriser maintenant. Donc l'idée, au premier comme au second semestre, l'idée c'est vraiment de pouvoir mobiliser ces données quantitatives dans une perspective sociologique. Donc ça, c'est vraiment un élément que vous devez garder en tête, hein, c'est que cet outil, l'analyse factorielle, qu'on va donc étudier ensemble, la finalité, c'est pas de produire des chiffres, c'est pas d'avoir juste des plans factoriels, mais c'est ensuite de pouvoir les lire correctement, de pouvoir décrire et de pouvoir interpréter les résultats produits. Donc dans le cadre de ce second semestre, on va passer du tableau croisé qu'on a vu au premier semestre au plan factoriel. Et donc l'objectif de ce second semestre, pour moi, c'est vraiment de vous initier à la lecture d'un plan factoriel, que vous soyez en mesure de comprendre ce graphique et que vous soyez en mesure donc de l'interpréter. Voici le plan, voici comment nous allons un peu dérouler les choses ensemble. Donc dans un premier temps, on reviendra sur le principe général de l'analyse factorielle,
Donc on repartira de nos acquis, hein, donc on repartira du tableau croisé et on essaiera de voir ensemble comment on peut représenter géométriquement, comment on peut produire donc une représentation graphique de ce tableau croisé, ou plus précisément des écarts à l'indépendance de ce tableau croisé. Donc on partira de quelques exemples. On essayera pas à pas de passer donc de ce tableau au graphique. Je vous montrerai donc comment on obtient des coefficients marginaux qu'on appelle vecteurs et qui vont devenir les coordonnées de notre plan. Et donc dans un troisième point, on pourra essayer d'interpréter les axes factoriels à partir d'éléments là nouveaux, d'indicateurs nouveaux qui sont le phi2, l'inertie totale et la valeur propre. Dans un deuxième temps, dans une seconde partie, on va donc étendre ce principe de l'analyse factorielle des correspondances à ce qu'on appelle la FCM ou parfois l'ACM, c'est-à-dire l'AFC, l'analyse factorielle des correspondances. On part, je vous ai dit, d'un tableau croisé, donc on croise uniquement deux variables. Dans la deuxième partie, on va essayer d'analyser ces représentations graphiques, donc ces plans factoriels, avec plus de deux variables. Donc il s'agira plus seulement de raisonner sous la forme d'un tableau croisé et de regarder de façon un peu binaire deux variables, mais on mettra une quantité bien plus importante de variables pour voir un peu comment tout ça se distribue sur le plan. Voilà, donc je vous expliquerai cette fois-ci comment on fait lorsqu'on n'a plus deux variables mais plus que deux variables. C'est plus un tableau croisé, ça s'appelle un tableau de Burt. On verra aussi donc quelques spécificités de l'AFCM, donc à partir des modalités actives et supplémentaires qu'on peut mettre en place sur notre plan. Et bien sûr, toujours, on partira d'exemples concrets pour voir un peu comment on peut analyser tout cela. Derniers éléments qu'on verra ensemble, ce sont les pièges, les limites de l'analyse des correspondances, notamment à partir de l'effet de distinction et l'effet d'homothétie, qui sont à connaître pour éviter certains pièges et pour pouvoir justement analyser correctement vos plans. Donc, le principe général de l'analyse factorielle, je vous ai dit, l'AFC, l'analyse factorielle des correspondances, elle repose sur des variables catégorielles. Variables catégorielles, je vous le rappelle, sont des variables qui ont été catégorisées ou qui sont des variables dites qualitatives, c'est-à-dire qui portent sur des noms, le sexe, la PCS. La plupart d'ailleurs des variables qu'on utilise en sciences sociales sont des variables catégorielles. On a la même analyse possible à partir de variables quantitatives. Ça donnera des plans factoriels à peu près de même nature, à part que les mesures ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc dans ce cas-là, on parle d'analyse en composantes principales. Ce procédé-là, on ne va pas l'étudier ensemble ce semestre. Donc cette méthode, l'analyse factorielle, elle est née au début du XXe siècle, 1904. Elle est mise en place par Charles Spearman, qui est un psychologue anglais. Mais voilà, en sciences sociales, elle n'est pas étudiée et elle va l'être seulement à partir des années 1960 par l'intermédiaire de Bensekri qui va donc développer cette méthodologie en France. Et il la développe dans un contexte où l'informatique émerge et où donc ça devient intéressant et ça va être de plus en plus mobilisé par les chercheurs en sciences sociales. Alors,
qu'est-ce qui caractérise cette méthode? Quel est l'objectif également de cette méthode? On dit que l'analyse factorielle des correspondances est une méthode statistique plutôt inductive. Elle permet de lire, de déchiffrer, de se concentrer, les informations qui sont présentes dans un tableau de contingence et donc de les rendre accessibles, lisibles plus facilement sur un plan factoriel, c'est-à-dire sur un tableau, sur un graphique, pardon. Donc l'idée, c'est de pouvoir visualiser de façon assez rapide un tableau qui serait un peu complexe à lire, de pouvoir rapidement avoir les points donc sur un plan et de pouvoir assez vite avoir une représentation donc de ce tableau croisé. Cette méthode est souvent utilisée de façon exploratoire. Donc lorsqu'on a une base de données assez conséquente, qu'on ne sait pas exactement comment on va croiser nos variables, on ne sait pas exactement comment s'y prendre, on peut représenter de façon un peu inductive donc nos données sur le plan et voir comment ça se dessine, comment ça se joue voilà, de façon un peu spontanée. Donc ça évite par exemple de faire de nombreux tableaux et d'avoir une vision un peu globale sur la base de données, sur les principales variables de la base de données qu'on voudrait mobiliser. Évidemment, comme toute méthode, même si on va le voir par la suite, il y a des principes théoriques un peu forts derrière cette méthode, mais, et on l'oppose en particulier à certaines méthodes comme la régression logistique, mais de façon empirique, je dirais que c'est une méthode qu'il faut cumuler avec d'autres et qu'il est intéressant de l'utiliser, soit de façon exploratoire, et puis après on fait des tableaux croisés, soit de façon un peu plus synthétique à la fin, après avoir mené ces tableaux croisés. Et on peut évidemment mettre en place une analyse factorielle et en parallèle proposer de la régression logistique. Donc surtout, il ne faut pas, lorsque vous mobilisez ce que vous allez faire ce semestre, dans le cadre du TD, avec le dossier que vous aurez à rendre, il ne faut pas vous brider et vous interdire d'utiliser d'autres méthodes. Donc, au cours de ce semestre, on va essayer de voir, de décomposer un peu les mécanismes calculatoires de l'analyse factorielle, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le but, c'est vraiment que vous soyez en mesure de lire un plan factoriel et donc de pouvoir analyser comment les points sont répartis sur le plan et comment on peut donc interpréter cela. Ça signifie qu'on ne va pas forcément toujours ouvrir complètement la boîte noire des principes calculatoires. Je vous dirai à certaines reprises que bon, là, on ne va pas aller plus loin parce que ce n'est pas nécessaire en tant qu'outil pour le sociologue. Donc on va de temps en temps ouvrir un peu la boîte noire des principes calculatoires, mais pas complètement pour pas vous perdre. Donc c'est pour revenir donc aux caractéristiques de cette méthode, c'est une méthode qui est descriptive, donc on part des données et on essaye de faire ressortir des correspondances, on essaye de faire ressortir la structure des liens entre les modalités de deux variables dans un premier temps et ensuite de plus que deux variables par la suite. Donc on va au cours du semestre, on va essayer de voir comment ce lien entre les modalités, comment ce lien est mesuré, comment dire s'il y a attraction, opposition entre les variables
ou bien si elles sont indépendantes l'une de l'autre. Ben-Zekri, donc, qui est l'inventeur, je vous disais, de cette méthode, va partir du tableau croisé et il va donc, à partir de tableaux plus simples que le tableau initial, il va progressivement mettre en facteur ces tableaux et ainsi les représenter graphiquement par l'intermédiaire d'axes. Donc, on va le voir tout au long du semestre, on part d'un tableau initial, un tableau croisé, que l'on va décomposer en une somme de tableaux plus simples à lire, et ce sont ces tableaux plus simples à lire que l'on va projeter donc, par l'intermédiaire d'axes, que l'on va représenter graphiquement par des axes. Donc, chaque ligne, chaque colonne, chaque point est représenté sur un espace multidimensionnel et donc l'objectif c'est de retrouver les informations principales qui sont contenues dans le tableau initial. On ne va pas donner toutes les informations qui sont présentes dans le tableau initial, mais on va synthétiser graphiquement les principales informations. Donc Ben-Zekri, qui est le concepteur de cette méthode, est qualifié d'amodélisateur. Il est qualifié d'amodélisateur parce que il considère que l'analyse des correspondances est une technique alternative à la modélisation. Et la modélisation, c'est surtout en sciences humaines, donc la régression logistique, une méthode que vous aurez peut-être l'occasion, à laquelle vous aurez peut-être l'occasion de vous initier plus tard dans votre cursus. Donc l'idée, ce n'est pas de modéliser, de donner à voir quelque chose qui est un peu abstrait, mais c'est vraiment de partir des données, de partir du terrain et ensuite de pouvoir remonter en généralité et donc de progressivement faire émerger des principes un peu théoriques. Mais voilà, il s'oppose dans sa conception de l'analyse factorielle, il s'oppose aux méthodes telles que la régression logistique, aux méthodes de modélisation. Et il va donc pratiquer une façon d'analyser les matériaux tout à fait autre. Alors, quelle est derrière cette méthode, plus largement, la perspective théorique? Chaque méthode, lorsqu'on exploite des données qualitatives, on les rapproche facilement d'une perspective théorique. C'est aussi le cas lorsqu'on utilise des méthodes quantitatives. Ce n'est pas juste un point de vue techniciste, c'est aussi, il y a aussi une perspective théorique dans les méthodes quantitatives qu'on utilise. Celle-ci a plusieurs points forts, plusieurs éléments forts dans sa conception théorique. Tout d'abord, le premier objectif de Ben-Zekri, premier objectif à l'origine, c'est de combattre l'idéalisme. Donc, comme je vous disais, c'est ne pas partir d'a priori, mais avoir une véritable observation des phénomènes, donc en évitant, nous dit Ben-Zekri, en évitant le caractère arbitraire des constructions scientifiques. Alors, lorsqu'il dit ça, on peut lui reprocher d'être pas tout à fait objectif
parce que lorsqu'on utilise des données quantitatives, comme on l'a vu au premier semestre, hein, ces données forcément sont construites. Si elles sont construites, c'est qu'il y a dès le départ aussi un caractère arbitraire. Et même en utilisant donc une méthode comme l'analyse factorielle, qui se veut une méthode, je vous ai dit, inductive, descriptive, on a quand même des a priori nécessairement, et on ne peut pas dire qu'on enlève tout caractère arbitraire lorsqu'on utilise cette méthode quantitative. En tout cas, l'objectif de Bensekri, c'est celui-ci, combattre l'idéalisme et partir, donc avoir un regard distancé et critique et partir donc des données pour partir du réel pour analyser, pour interpréter donc les résultats. Pour éviter ces a priori qui sont selon lui liés à la modélisation, puisque la modélisation est en partie une abstraction. Donc pour lui, il faut observer la réalité, il faut donc partir d'une méthode inductive, et c'est comme ça qu'il conçoit l'analyse factorielle. Donc adopter une démarche inductive, c'est poser un raisonnement a posteriori, donc partir du terrain pour remonter progressivement à des principes, à un raisonnement qui serait plus déductif. Il écrit, je vous cite ses propos, en 1973, dans son ouvrage, il écrit « On rêve d'une méthode qui distillerait les faits jusqu'à en tirer des idées ». Donc ça vous dit bien comment il conçoit l'analyse factorielle et comment il s'oppose clairement aux modélisations, mais aussi aux philosophes dits nominalistes, pour qui les causes profondes sont inaccessibles. Donc Bensekri est très clairement un empiriste. Il dit aussi, autre citation que je vous cite, user d'un outil nouveau pour traiter les complexes en tant que tels, sans prétendre le réduire au jeu de causes simples élémentaires, ni y projeter des structures a priori. Donc, l'idée, deux éléments importants ici, traiter le complexe en tant que tel et ne pas projeter de structure a priori. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, traiter le complexe en tant que tel, ça signifie que l'observation qu'il propose donc de mettre en œuvre à travers l'analyse factorielle, l'observation ne porte pas sur des faits isolés, mais l'observation des phénomènes porte plutôt sur une synthèse de données, donc un ensemble de données que l'on va ainsi mettre ensemble, corréler dans le plan factoriel. Donc, pour lui, il ne faut pas formuler des hypothèses simplificatrices, simplistes. Il ne faut pas essayer de réduire les données, mais plutôt essayer de les présenter de la façon la plus complexe possible, pour ensuite donc essayer d'en extraire des structures. Alors, on voit ici comment extraire des structures, ça nous renvoie un peu à la posture de Bourdieu, et on comprend un peu mieux comment d'ailleurs Pierre Bourdieu, dans les années 1960, a pu s'intéresser fortement à l'analyse factorielle, puisqu'il l'a utilisée à plusieurs reprises dans ses ouvrages. Et donc, lui, Bourdieu considérait que le structuralisme permettait
donc d'introduire ce mode de pensée relationnel et en essayant de mettre en lien chaque élément d'un système en regardant comment le tout pouvait former système et comment par la relation avec les autres éléments, comment l'ensemble pouvait constituer un système où chaque partie, chaque élément tient sa signification, occupe une certaine fonction. Donc Bourdieu utilisait l'analyse factorielle et la concevait comme une méthode relationnelle. Alors, en développant cette analyse factorielle, l'objectif de Bensekri, c'est d'aller au-delà des corrélations. Le tableau croisé, vous le savez, met en regard donc deux variables et essaye de donner à voir des corrélations. Qu'est-ce qui influence tel autre comportement, tel autre phénomène, comment les deux sont ou pas corrélés. Mais on ne peut pas aller plus loin que ça lorsqu'on croise deux dimensions. Donc, en allant dans l'analyse factorielle, en allant au-delà du croisement de deux variables, en mettant en lien donc beaucoup de modalités, beaucoup de variables, l'objectif de Bensekri, c'est de pouvoir faire émerger des causes. C'est en donnant à voir la configuration d'un ensemble de variables, c'est de pouvoir dégager des relations causales, donc des relations causales qui dépassent une simple relation binaire, un simple croisement de deux variables. Donc intégrer plusieurs variables dans l'analyse, considérer ces interrelations et ainsi progressivement pouvoir dégager des causes. On va le voir aussi au cours du semestre. L'objectif de l'analyse factorielle, c'est donc de donner à voir des structures. Bensekri nous dit ne pas projeter des structures a priori. Ça signifie qu'il faut réussir, selon lui, à faire émerger une structure, mais à la faire émerger par le bas, et non à partir d'idées qui seraient posées a priori. Donc, ça signifie également que les techniques qui sont utilisées doivent suivre les données, en quelque sorte, doivent porter les données, les rendre visibles, et non écraser ces données par un regard surplombant et déjà un peu biaisé. Donc, toujours, d'après Bensekri, dans sa vision un peu de cet outil, il considère que les données sont libres de se déployer d'elles-mêmes et donc que la technique, donc cette technique visuelle de l'analyse factorielle ne doit pas imposer un quelconque regard, mais doit faire émerger donc les structures. Donc là encore, on voit comment ce principe s'oppose à la statistique probabiliste qui construit des modèles a priori et qui ensuite les confronte aux données par des tests. Là, l'idée, c'est bien de ne pas, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas avoir d'a priori, même si ce n'est pas tout à fait, possible. Alors, on a parfois dit que cette méthode de l'analyse factorielle était une méthode weberienne en
la confrontant, en l'opposant à une méthode qui serait plus durkheimienne, donc des méthodes probabilistes qui seraient plus des méthodes durkheimiennes. Elle serait weberienne au sens où elle permettrait de révéler des types idéaux, c'est-à-dire des configurations intercorrélées. Voilà. Bon, c'est qu'une... on ne peut pas dire que l'analyse factorielle soit weberienne, mais en tout cas, on peut dire qu'elle tend plus vers une perspective à la Weber que vers une perspective à la Durkheim. Voilà, dernière chose peut-être, donc j'ai opposé à plusieurs reprises l'analyse factorielle à la régression logistique. Comme je le disais au début, derrière cette opposition un peu apparente et liée à la mise en place de ces méthodes, donc à leur origine, voilà, comment Benzekri puis et Spearman avant concevaient cette méthode. Dans les faits, encore une fois, c'est plutôt une complémentarité qu'il faut chercher avec ces différentes méthodes, la régression logistique, l'analyse en composantes principales, voilà, toutes ces méthodologies quantitatives, aujourd'hui, elles sont souvent utilisées ensemble de façon complémentaire et non dans une opposition qui n'a plus trop lieu d'être aujourd'hui. Alors, maintenant qu'on a vu un peu sur quoi reposait cette méthode, on va étudier donc dans une première partie les principes un peu généraux de l'analyse factorielle et on va donc voir concrètement comment ça se passe. Alors, donc l'analyse factorielle, c'est à peu près clair maintenant. L'analyse factorielle, c'est une représentation graphique de chaque point, chaque modalité d'un tableau croisé. Donc nous avons ici dans l'exemple que je vous ai mis, un exemple que vous connaissez puisqu'on l'a déjà utilisé au semestre précédent, dans le cours précédent. Donc nous avons ici un tableau qui croise donc les étudiants, qui croisent deux variables, les filières d'études des étudiants, 3 modalités, l'université, classe préparatoire et orientation professionnelle. Donc perspectives d'études, les études suivies dans le supérieur en fonction du bac obtenu. Série du bac, donc nous avons là 4 modalités, littéraire, économique, scientifique et technique. Donc on a un tableau croisé, 2 variables à expliquer à 3 modalités, la variable explicative en a 4. Nous avons donc au final 7 modalités. Ces 7 modalités vont être représentées sur notre plan par un point chacune. Donc nous avons sur le plan factoriel qui est ici présenté, nous avons donc 7 points qui représentent les 7 modalités. Notre plan factoriel présente très exactement les écarts à l'indépendance. Les écarts à l'indépendance, vous vous souvenez, ce sont des attractions, ce sont des oppositions ou ce sont des situations d'indépendance. On va donc essayer de voir comment sur le plan sont présentés ces points et comment ils reflètent ces situations d'attraction, d'opposition et d'indépendance. Alors,
regardons ensemble concrètement comment ça se dispatche sur le plan. Donc nous avons plusieurs éléments. Le première façon de voir un peu, de repérer ces écarts en indépendance, ce sont les proximités et les distances entre les points. Donc, le tableau va, par le biais de proximité et d'éloignement, va nous dire s'il s'agit d'une attraction ou d'une opposition. Donc, lorsqu'il y a attraction entre deux points, donc entre deux modalités de notre tableau, lorsqu'il y a attraction, il va y avoir une proximité spatiale. Ça veut dire que lorsque nous sommes en situation d'attraction, comme par exemple, nous avons une attraction entre le fait d'être à l'université et d'avoir obtenu un bac littéraire, le fait d'être à l'université et d'avoir un bac économique, cette attraction va, sur le plan factoriel, être représentée par une proximité entre littéraire et université, entre économique et université d'un autre côté. D'accord ? Donc ces trois points, puisqu'ils sont en attraction, ces trois points vont être proches les uns des autres. Au contraire, lorsqu'il y a une situation d'opposition, nous allons avoir un éloignement spatial, c'est-à-dire tout simplement que les points vont être donc éloignés, vont être distants les uns des autres. Donc, dans notre tableau des écarts à l'indépendance, on repère des situations d'opposition, comme par exemple technique et université, ou comme orientation professionnelle et bac scientifique. Donc là, dans ces deux cas de figure, nous avons des situations d'opposition qui se reflètent sur le plan. Vous regardez votre point technique et vous regardez votre point université. Ils sont éloignés donc les uns des autres, et de même le point scientifique, le point S, donc scientifique, est lui aussi éloigné du point orientation professionnelle. Alors la difficulté ici, vous voyez, c'est qu'il faut que le tout s'accorde. Donc certains points doivent être proches parce qu'ils sont en situation d'attraction, d'autres doivent être éloignés, et il faut donc que tout cela puisse se refléter sur le graphique. Alors, question évidemment, comment va-t-on rendre visible, comment va-t-on faire pour expliciter donc la situation d'indépendance? La situation d'indépendance, on ne va plus utiliser la distance spatiale pour en rendre compte, mais on va utiliser ce que l'on appelle la distance angulaire. Donc, à partir du plan factoriel que vous avez vu, vous pouvez tracer des segments entre donc votre point et l'origine étant le croisement de l'axe 1 et de l'axe 2, ou dit autrement de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Donc c'est un plan orthonormé, d'accord. L'origine, qu'on va appeler 0, donc vous tracez un segment de ce point d'origine, avec chaque autre point, chacun des 7 points, donc qui reflètent chacune des modalités de notre tableau croisé. Donc, vous tracez ainsi vos 7 segments, et vous regardez entre le segment, l'origine et un autre segment, vous regardez la distance angulaire.
l'angle qui se forme donc entre les deux points en passant par l'origine. Qu'est-ce qu'on observe? On observe ici que lorsque l'angle est aigu, donc je vous rappelle qu'un angle aigu, c'est un angle qui fait moins de 90 degrés. Lorsque l'angle est aigu, il va y avoir une attraction. Au contraire, lorsque l'angle est obtus, donc là, ça signifie que l'angle est supérieur à 90 degrés. Alors, vous vous souvenez, un angle plat, c'est 180 degrés, et de 0 à 180 degrés, on passe ainsi d'un angle aigu à un angle obtus, et ensuite donc un angle plat. Donc, angle aigu, situation d'attraction, angle obtus, situation d'opposition, il y a une opposition, et évidemment, situation intermédiaire, lorsque l'angle fait à peu près, parce que tout ça, c'est, je vous le disais, c'est quelque chose qui se visualise, donc il ne s'agit pas forcément de sortir son équerre pour regarder précisément ce qu'il en est, mais lorsqu'on est dans une situation proche de 90 degrés, lorsque l'angle est droit, il y a donc, dans ces cas-là, une situation d'indépendance. Voilà, donc rapprochement, éloignement spatial des points, c'est la première façon de rendre compte des attractions et des oppositions. Et ensuite, si on veut être plus précis, on peut se servir des distances angulaires. Ces distances angulaires, pareil, lorsque l'angle est aigu, attraction, lorsque l'angle est obtus, nous avons une opposition. Et lorsque l'angle est droit, donc, on se retrouve là dans une situation d'indépendance. Donc, si je vous donne, par exemple, un plan factoriel, vous pouvez, à partir de ces points sur le plan, vous pouvez reconstruire votre tableau des écarts à l'indépendance, c'est-à-dire à partir du plan, vous pouvez remettre dans votre tableau croisé, dans votre tableau des écarts à l'indépendance, où sont les attractions, où sont les oppositions. Dernière chose, donc on regarde sur le plan la distance entre les points, où sont-ils situés les uns par rapport aux autres. On regarde la distance angulaire si nécessaire. On regarde également, on y reviendra un peu plus tardivement dans le cours, on regarde également la longueur des segments. Donc vous voyez que selon les points, ils sont plus ou moins éloignés de l'origine. Certains points sont assez proches, alors que d'autres, comme technique ou comme classe préparatoire, vous voyez, sont beaucoup plus loin. La longueur de ces segments, elle aussi, n'est pas arbitraire. Elle est en lien direct avec les écarts pondérés. Les écarts pondérés, vous vous souvenez, ce sont ce qui nous permet de calculer le Qui2 global. Les écarts pondérés, ce sont donc les contributions au Qui2. Donc on va les utiliser par la suite pour expliciter justement ces points. Donc, que nous disent la longueur de ces segments? La longueur de ces segments nous informe sur le poids de ces modalités. Lorsque les points sont éloignés de l'origine, ça implique qu'il y a une forte contribution au Qui2. Donc, que les segments plus ou moins longs rendent compte de l'intensité de la liaison. Et donc, plus le point est éloigné de l'origine, plus il a contribué fortement
Donc il avait une contribution au Ki 2 qui était importante. On le verra par la suite. Voilà. Alors, autre exemple pour que l'on puisse donc que vous puissiez un peu vous entraîner. Donc je vous ai mis un autre plan, l'origine sociale, le sexe et le redoublement des étudiants inscrits en IUT. Exemple que l'on a vu donc au cours du premier semestre. Et donc vous voyez, alors sur ce plan, c'est assez intéressant. Les points forment quasiment un cercle, hein, ils sont très bien dispatchés sur le plan factoriel. Qu'est-ce que l'on voit si on doit lire ce plan factoriel, comment on s'y prend? Alors, la première chose que l'on va faire pour lire ce plan factoriel, c'est tout d'abord s'intéresser aux principales attractions et aux principales oppositions en fonction des axes. Donc l'axe 1, l'axe ici des abscisses, et l'axe 2, l'axe des ordonnées, ont une certaine importance. L'axe 1, c'est le premier découpage qui est fait. Ça veut dire quoi? Ce sont les principales attractions et les principales oppositions qui sont reflétées sur le premier axe. Donc, les oppositions, les attractions les plus significatives sont sur le premier axe. Et ensuite, le second axe, il sert à ajuster le premier axe. Donc, le second axe, il complète le premier. Il donne une information supplémentaire, plus détaillée, d'accord? Et ça va entrer un peu plus dans le détail, mais s'il y a une lecture à faire, c'est la lecture du premier axe. Et ensuite, la lecture du second axe. Vous verrez un peu par la suite comment justifier cela. Donc, ici, principales attractions, principales oppositions. On voit complètement à droite que nous avons des points, aucun redoublement, avec femmes, milieu populaire et hommes, milieu populaire, d'accord, qui sont proches de aucun redoublement. Donc il y a là, on pourrait dire, un pôle, un premier pôle, qui regroupe donc les hommes et les femmes de milieu populaire qui n'ont connu aucun redoublement et qui sont donc en IUT. Nous avons ce premier pôle à droite qui s'oppose à un second pôle à gauche qui est 2 redoublements et plus. D'accord? Ça, on voit bien l'opposition très nette. Aucun redoublement complètement à droite, 2 redoublements et plus complètement à gauche. Et donc, 2 redoublements et plus est en situation d'attraction principalement avec hommes de milieu aisé et un peu moins nettement avec femmes de milieu aisé, qui elles se situent plutôt dans une situation intermédiaire. Donc disons 2 redoublements et plus en attraction avec hommes de milieu aisé. Donc ça c'est la lecture du premier axe avec donc attraction et principale opposition, aucun redoublement, 2 redoublements et plus. Si on lit à présent le deuxième axe, donc de façon verticale, on voit qu'il y a une opposition. Donc en bas, on va avoir un redoublement qui est lié dans une situation qui est liée en partie avec homme de milieu, surtout avec homme de milieu aisé. Et en haut, tout en haut, on voit de nouveau aussi femme milieu aisé.
Donc ce deuxième axe donc, détaille un peu plus, précise un peu plus le premier. Le premier nous dit juste, de façon un peu brute, il y a une opposition entre pas de redoublement et 2 redoublements et plus. Et voilà, au milieu, de façon intermédiaire, nous avons un redoublement. Et donc on regarde ce qui caractérise ceux qui sont les personnes qui sont plus souvent caractérisées par un redoublement. Voilà comment on peut lire assez rapidement ce plan. Et je vous rappelle aussi ce qu'on avait vu, ce qu'on a vu au premier semestre pour l'analyse, un peu qui peut vous sembler un peu déroutante de ce plan, puisque ce sont les hommes de milieu aisé qui sont en situation d'attraction avec 2 redoublements et plus. Pourquoi ils sont dans une situation d'attraction avec 2 redoublements et plus? Donc ce sont des hommes qui viennent plutôt d'un milieu social privilégié, et ces personnes-là qui se retrouvent en IUT, ce ne sont pas n'importe qui, n'importe quel profil, ce sont plutôt des jeunes hommes qui, de façon un peu rapide, on va dire, sont plutôt en échec scolaire, donc ont connu 2 redoublements et plus, et donc on va, leur famille, voilà, par stratégie, et eux-mêmes sans doute aussi, vont choisir de s'orienter vers des parcours fortement encadrés, professionnalisants, comme le sont les IUT. Et donc on va éviter d'envoyer ces jeunes hommes à l'université, et on ne peut pas, comme ils ont connu dans leur trajectoire plusieurs redoublements, on ne peut pas non plus, comme c'est plutôt le cas dans les familles favorisées, on ne peut pas non plus les envoyer vers les classes prépa ou vers les grandes écoles, parce qu'ils n'ont pas les résultats qui vont avec. Donc les familles, par stratégie, vont choisir de les envoyer plutôt vers des filières comme les IUT. À l'inverse, dans les milieux populaires, on voit que les jeunes qui n'ont connu aucun redoublement, donc qui sont plutôt a priori, là aussi de façon très réductrice, c'est qu'un seul indicateur, mais qui sont plutôt dans un processus de réussite scolaire, eux vont s'orienter en IUT, parce que l'IUT est considéré dans les milieux populaires comme une forme de réussite. Et donc cette professionnalisation qui est proposée et cet encadrement est plébiscité par les parents des milieux populaires. Voilà. Alors, un nouvel exemple encore pour vous montrer l'intérêt donc du plan factoriel, de l'analyse factorielle. J'ai cette fois-ci choisi un tableau croisé, vous le voyez, tableau des effectifs observés. J'ai choisi un tableau croisé qui comprend de nombreuses modalités. C'est un tableau, on pourrait appeler ça une table de mobilité, c'est un tableau donc, qui comprend des cadres. Donc on a interrogé, vous le voyez, 552 cadres qui vont changer d'entreprise. Donc on regarde leur entreprise de départ, donc poste de départ qui est mis en ligne, et en colonne le poste d'arrivée. Et on va donc pouvoir un peu observer dans ce tableau croisé la mobilité de ces cadres. Donc on a un tableau croisé avec pas mal de modalités, et ça nous donne quelque chose qui est complexe. Complexe, du coup aussi à lire. Quand quelque chose est difficile à lire, qu'il y a beaucoup d'informations, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde principalement la diagonale, c'est-à-dire la situation où ça ne bouge pas, parce que cette diagonale, elle regroupe, vous voyez ici, elle regroupe quand même
un nombre important d'individus. C'est là où on a l'impression qu'il y en a le plus. Hein. Des PDG qui restent PDG, il y en a 20. Des directeurs du marketing qui restent directeurs du marketing en changeant d'entreprise, il y en a 33, etc. Donc vous voyez que cette situation de la diagonale, c'est-à-dire l'immobilité, semble, lorsqu'on regarde ce tableau croisé, semble la situation la plus fréquente. On a l'impression qu'il n'y a pas de changement, hein, et donc finalement il y a peut-être peu de mobilité chez ces cadres. Lorsqu'on cumule ces effectifs et qu'on les rapporte à l'ensemble, donc aux 552 cadres, en fait il y en a 47,3%, donc 261 sur les 552, 47,3% qui n'ont pas connu de changement. Donc proportion importante, mais ce n'est pas la majorité. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a un changement d'entreprise, la plupart du temps, pour plus de 53% des personnes interrogées ici, il y a eu un changement de poste. Donc la question qui se pose, la seconde question, c'est quels sont ces changements de poste et comment ça se dessine. Et alors là, c'est encore plus compliqué quand même à lire. Notre tableau, il y a des chiffres un peu partout, c'est complexe, c'est dur, c'est pas très évident. Et alors là, vous me voyez venir, qu'est-ce qui va être beaucoup plus évident à lire que ce tableau croisé compliqué? C'est évidemment le beau plan factoriel que vous voyez ici. Donc, plan factoriel de la mobilité des cadres, où vous voyez de façon assez nette comment il y a de réelles logiques de changement et comment tout ça est structuré. Donc on a, sur le plan factoriel, on a 3 pôles et un pôle qui est le pôle A, que vous avez très près de l'origine, qui est le PDG qui reste PDG. Bon, là, a priori, tout va bien, rien ne bouge. Mais on a autour 3 pôles qui gravitent, pôles B, C et D, qui rendent compte donc de logique, de changement et également d'opposition. Donc, on voit à l'intérieur de chaque groupe, on voit ce que l'on voyait sur la diagonale, c'est-à-dire des intitulés qui se répètent, donc des comptables qui restent comptables et des personnes qui étaient au budget, qui vont rester au budget. Mais on voit aussi que la mobilité, donc le changement d'un groupe à l'autre, est possible, est plus ou moins fréquente. Donc on a dans le groupe B, à gauche du graphique, on a les contrôleurs budgétaires, les directeurs financiers et les cadres comptables. Et on peut donc voir ici comment se dessine une mobilité qui s'opère à travers une fonction précise qui est donc la fonction financière. Donc voilà ce qui est possible. Cette fonction financière, a priori, elle s'oppose très clairement au deuxième pôle, donc qui est complètement à l'opposé. Donc on a une opposition, il y a une attraction entre les différents éléments à l'intérieur de ce groupe B, et il y a une opposition entre ce groupe B et le groupe C. Le groupe C qui représente plutôt la fonction de la production, où on a donc les études, on a la production et la technique. Et enfin, on a un groupe D en bas,
plus intermédiaire, où il y aura voilà, des passerelles possibles, en particulier entre le groupe C et ce groupe D. Et donc dans ce groupe D, c'est plutôt la fonction commerciale qui est représentée donc avec marketing, vente et également acheteur, inspecteur des ventes. Donc, ce plan factoriel, alors je ne l'ai pas choisi au hasard, hein, mais ce plan factoriel permet, de façon visuelle, permet de mieux comprendre la logique des mobilités professionnelles, ce que n'aurait sans doute pas permis, ce qu'on n'aurait sans doute pas perçu en regardant uniquement le tableau croisé. Et donc, on voit ici comment l'éloignement entre les différents sous-groupes, l'éloignement suggère une séparation, une opposition, une séparation nette entre différentes fonctions de l'entreprise. On ne mélange pas la fonction financière et la fonction de production. Les passages de l'un à l'autre sont compliqués. Et donc, certaines proximités entre d'autres sous-groupes en particulier, entre le groupe C et le groupe D, qui montrent qu'il existe certaines passerelles entre d'autres fonctions. Donc cette proximité spatiale rend compte d'une attraction possible entre les deux groupes. Donc, on a vu dans le premier point comment on représentait le tableau croisé par un plan factoriel et comment rapidement, donc à partir de plusieurs exemples, on a vu comment on pouvait lire ce plan factoriel. Maintenant, on va essayer de décrypter un peu plus précisément comment est-ce qu'on est passé du tableau au graphique, comment est-ce qu'on passe du tableau donc au plan factoriel. Donc, je vous rappelle, le déroulement, l'analyse factorielle, son objectif, c'est rendre compte de façon la plus claire, la plus simple possible, rendre compte d'un tableau de données, on a pu le voir avec la matrice des carrières, rendre compte d'un tableau qui pourrait être difficile à lire et essayer de le rendre plus lisible par un plan. On va donc partir d'un tableau croisé, complexe, supposé complexe, qu'on va décomposer progressivement en tableaux plus simples. Ça va nous permettre de synthétiser nos données, de synthétiser la réalité observée, en conservant un maximum d'informations, mais en ne conservant pas toutes les informations que ce tableau contient au départ. Donc, on va, à partir de différentes étapes, on va réaliser ce que l'on appelle des approximations. On va approximer le tableau d'origine par une série de tableaux plus simples à lire. Donc, première étape, la première chose que l'on fait, donc on part, ça ce sont des choses qu'on a vues au premier semestre, on part de notre tableau des effectifs observés, qu'on va appeler T. À partir de ce tableau des effectifs observés, on va calculer un premier tableau qui est le tableau des effectifs T0. Tableau des effectifs théoriques, on l'appelle T0 et c'est donc une première approximation du tableau des effectifs observés. Caractéristique de T0, vous vous souvenez, notre tableau des effectifs théoriques, c'est un tableau qui est connu par ses marges. On calcule le tableau des effectifs théoriques à partir des marges du tableau des effectifs observés.
Et donc, on va, vous allez voir, à chaque fois procéder de la même façon. Donc, T, notre tableau des effectifs observés, est approximé par T0, tableau des effectifs théoriques, avec un reste. Donc, on va appeler R1, premier reste, qui est en fait notre tableau des écarts à l'indépendance. On a donc fait les premières étapes qu'on a fait au premier semestre. Hein. T moins T0, ça nous donne R1, c'est notre tableau donc, des écarts à l'indépendance. C'est ensuite donc, ce que l'on va projeter sur le plan. Donc, une fois qu'il nous reste R1, les écarts à l'indépendance, on va approximer ce reste. Donc, essayer d'approcher ces écarts à l'indépendance avec une deuxième étape, donc l'approximation de R1. Dans cette deuxième étape, on va essayer donc de trouver une approximation du premier reste et on va procéder de la même façon que pour T0. On va donc trouver un tableau T1 qui est un tableau connu par ses marges. Ce tableau T1 sera donc une approximation de R1, tableau des écarts à l'indépendance, à R2 près, c'est-à-dire un second reste qui est R2. On va donc, pour trouver R2, de la même façon qu'on a trouvé R1, faire la différence entre R1 et T1. OK? Donc, on verra que le tableau R2 contient des effectifs plus faibles, puisque c'est une deuxième approximation. C'est un deuxième reste de la deuxième approximation. Donc, progressivement, le but, c'est d'arriver à 0. D'accord? Qu'il ne reste plus rien. Une fois, quand il ne reste plus rien, c'est que on a terminé nos approximations et que donc on a complètement rendu compte de notre tableau de départ, de notre tableau T. Donc, on avance progressivement dans la décomposition et plus on s'approche de l'approximation parfaite, entre guillemets, plus le reste diminue. Donc, deuxième niveau, hein, on a R1 qui est égal à T1, donc deuxième approximation, plus R2, le deuxième reste. Enfin, troisième étape, on va cette fois-ci procéder à l'approximation du deuxième reste, R2. Et donc, toujours la même chose, on réitère la même opération qu'à l'étape précédente. On va chercher donc un tableau T2, tableau toujours connu par ses marges, et on va donc procéder à une approximation du deuxième reste, R2, à R3 près, c'est-à-dire avec un reste potentiel qui serait R3. Mais là, R3, toutes les cases de R3 sont égales à 0, ce qui signifie que n'y a pas de différence entre R2 et T2, et donc il n'y a pas de troisième reste. Donc, T2 et R2 sont identiques. On a donc terminé ici notre décomposition factorielle. Nous avons R2 qui est égal à T2 plus R3 qui est égal à T2. Donc, si on récapitule, si on fait la synthèse de ces différentes étapes, nous avons T, notre tableau des effectifs de départ, ce que l'on va chercher
à approximer. Première approximation, T0 plus R1, donc tableau des effectifs observés plus le premier S qui est notre tableau des écarts à l'indépendance. Et ensuite, donc, ce que l'on va représenter graphiquement, notre tableau du premier S, donc des écarts à l'indépendance, c'est T1 plus R2, donc approximation à R2, deuxième en fait, approximation à R2 près. Et donc, nous avons T qui est égal à T0 plus T1 plus R2, hein, si on remplace R1 par T1 plus R2. Et enfin, dernière décomposition en trois tableaux, vous voyez ici en trois tableaux plus simples, nous avons T, notre tableau des effectifs observés, qui est égal à T0 plus T1 plus T3, plus T2. Pardon. Donc, pour approximer T, notre tableau des effectifs observés, il aura fallu ici 3 étapes, 3 approximations, T0, T1 et T2. Alors, pour rendre ça un peu plus simple à comprendre et à lire, on va repartir de notre exemple des bacheliers, toujours le même exemple qu'on a depuis le premier semestre. Donc ici, on avait, vous vous souvenez, un exemple un peu fictif où on avait pris uniquement 100 individus pour nous aider à la lecture. Donc, notre tableau des effectifs observés, à partir de ce tableau T, à partir des marges de ce tableau T, on trouvait notre tableau des effectifs théoriques. Donc, on faisait produit des marges sur total. 20 multiplié par 50 divisé par 100, ça nous donnait par exemple 14 de l'université. 20 multiplié par 50 divisé par 100, ça nous donnait également, non, le 10, je me trompe, 20 multiplié par 50 divisé par 100, ça fait 10 pour université. Idem pour économique, par exemple, en faisant toujours donc le produit des marges. À partir de ce tableau des effectifs observés, on pouvait donc calculer le premier reste, ce qui est la différence entre l'observé et le théorique. Ça nous donnait donc notre tableau des écarts à l'indépendance. T égale T0 plus R1 ou encore R1 égale T moins T0. Et donc on avait donc, dans ce tableau R1 le reste, donc 4 par exemple pour littéraire et université, c'est-à-dire 14 moins 10. Jusque-là, vous connaissez, d'accord? C'est ce qu'on a vu au premier semestre. Maintenant, comment on fait pour aller plus loin? Donc, on va, sur notre plan factoriel, on va visualiser ce tableau-là, ce tableau R1 des écarts à l'indépendance. Donc, comment maintenant on va trouver l'approximation de R1? Cette approximation de R1, donc en cherchant un tableau T1 qui est proche de R1 et qui est connu par ses marges, c'est ce que l'on va appeler le premier facteur. Donc le premier facteur, c'est donc les marges, lignes et colonnes. Ce sont des coefficients numériques que l'on va trouver qui sont au plus près. Donc l'idée, c'est qu'ils soient au plus près de l'intérieur, qu'ils rendent compte de ce qu'il y a à l'intérieur de mon tableau, puisque ce sont des tableaux qui sont connus par leur marge. Donc on va essayer de trouver des coefficients qui collent au mieux donc, à notre tableau R1.
Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on n'ouvre pas complètement la boîte noire. Ici, ces coefficients numériques, je vais vous les donner et lorsque vous serez sur ordinateur, sur informatique, c'est bien évidemment le logiciel d'analyse de données que vous utiliserez qui produira les coefficients numériques. Ils s'obtiennent par un processus calculatoire un peu complexe, pas très compliqué. Hein. D'ailleurs, si vous voulez connaître plus en détail comment ça se passe, je vous invite à lire le repère de Philippe Cibois qui s'appelle l'analyse factorielle des correspondances, qui vous en dira un peu plus. Mais pour ce qui nous occupe en sciences sociales, hein, pour l'usage qu'on a de l'analyse factorielle, il n'est pas nécessaire que vous connaissiez ce processus calculatoire. Ce n'est pas indispensable à la compréhension donc, de l'analyse factorielle. Donc à chaque fois, ces coefficients vous seront donnés. Par contre, je vais vous expliquer comment on les utilise et quand même voilà, comment se déroule cette mise en facteur. Donc nous avons pour chaque situation marginale ligne et chaque situation marginale colonne, nous avons donc des coefficients, un jeu de coefficients. Donc ici, tableau T1, approximation de R1, on va pouvoir essayer de retrouver T1 en faisant le produit, toujours la même chose, hein, en faisant le produit des marges. Donc par exemple, pour littéraire, le vecteur propre qui est trouvé, c'est 1. Pour université, le vecteur propre, c'est 2. Hein, pour approximer donc toujours R1. Si on fait le produit, 1 fois 2, ça nous donne 2. Donc dans la case, dans le croisement littéraire université, on va inscrire le chiffre 2. Ok. Ce premier jeu de facteurs, ça va devenir, sur mon plan factoriel, ça va devenir mes abscisses. C'est-à-dire, ce sont les points qui vont être mis sur l'axe 1. Je vous ai dit, hein, s'il y a un seul axe à lire, c'est l'axe 1. L'axe 2 précise l'axe 1. Donc là, vous voyez sur le plan, j'ai indiqué donc 1, 2, 3 à droite et moins 1, moins 2, moins 3 à gauche. Donc là, vous pouvez la valeur 1, vecteur propre, valeur 1, nous avons littéraire, économique, scientifique, et nous avons également classe préparatoire dont le vecteur propre vaut 1. Donc ces 3 points se situent au même endroit sur la ligne de mon axe 1. Un peu plus loin, on trouve donc à la valeur 2, donc le vecteur propre que j'ai trouvé pour essayer d'approximer R1, c'est 2. On trouve donc l'université. Et donc on retrouve ici l'attraction, donc la proximité spatiale entre ces différents points qui reflètent une attraction, alors que de l'autre côté, donc il y a entre ce premier groupe de points une attraction qui s'oppose à un second groupe de points qui se trouve à gauche du plan, qui sont donc des points dont les vecteurs sont négatifs et qui sont donc les vecteurs propres, moins 3 pour technique et moins 3 pour orientation professionnelle. Voilà. Donc un premier jeu de vecteurs propres qui sont en fait les marges de notre tableau et qui, à partir de ces marges, à partir de ces vecteurs propres, je vais essayer de donner une approximation de R1. Et donc cette première approximation, l'approximation la plus importante, ce sont les points que je trouve sur l'axe 1. Lorsque
je compare donc mes écarts à indépendance. Lorsque je compare R1 à T1, donc l'approximation de R1, je vois que je n'obtiens pas exactement ce qui était attendu. Donc il va me rester encore quelque chose. Je vais avoir un second reste, R2. Et ainsi, donc, on a R1 qui est égal à T1, ce que je viens d'approximer, plus R2. Donc, quelles sont les différences? Donc, l'approximation de littéraire et université, on avait un pour littéraire et on avait 2 pour université. Donc, une fois 2, 2. L'approximation que j'ai faite, c'est 2. Ce que j'attendais avec R1, c'était 4. Donc, il me reste, dans le second reste, ici, dans R2, il me reste donc 2 encore à trouver, à approximer entre littéraire et université. Donc, j'ai un tableau R2, second reste, qui est la différence entre R1 et T1. Donc, ce second reste, c'est ce qu'il va encore falloir que j'approxime grâce à un second facteur qui est cette fois-ci l'ordonnée, c'est-à-dire le deuxième axe. Donc, l'approximation de R2, de nouveau, il y a donc des facteurs, des vecteurs propres qui sont, que je vous donne, que vous n'aurez donc jamais à trouver tout seul. Donc voilà, une nouvelle série de vecteurs propres qui sont les marges de mon tableau. Lorsque je fais le produit de ma marge ligne et de ma marge colonne, j'obtiens l'approximation de R2 et donc j'obtiens le tableau T2. Et là, je vais me rendre compte que ce tableau T2 est identique à R2 et donc que R3 est nul, vaut 0. Il n'y a plus de reste. J'ai terminé mon jeu d'approximation. Donc là, les vecteurs propres que vous voyez ici au niveau des marges, lignes et colonnes, les vecteurs propres sont moins 1 pour littéraire, moins 2 pour économie, 1 pour scientifique et 2 pour technique. Et de l'autre côté, donc pour université, le vecteur vaut moins 2. Pour classe prépa, le vecteur vaut 1. Et pour orientation professionnelle, le vecteur vaut 1. Ces vecteurs propres, je les utilise comme ordonnées. Donc elles sont résumées sur l'axe 2. Et donc sur cet axe 2, je vois apparaître de nouveau les deux pôles, donc les attractions d'un côté qui s'opposent. Donc de chaque côté, nous avons deux pôles qui symbolisent des attractions et ces deux pôles sont en opposition l'un à l'autre. Voilà. Alors évidemment, la finalité, c'est de pouvoir rendre visible ce jeu de facteurs, ces deux facteurs, sur un même plan et ainsi de pouvoir donner à voir pour chaque point des coordonnées, donc des valeurs pour l'abscisse et des valeurs pour l'ordonnée, des valeurs pour l'axe 1 et des valeurs pour l'axe 2. Donc nous avons ici pour le point, la modalité université, la coordonnée donc 2, 2. Nous avons pour classe prépa la coordonnée 1, moins 1, etc. Vous voyez donc qu'on retrouve sur le plan donc les principaux points et donc les principales attractions et les principales oppositions. Alors, quelques petites précisions. La première chose, c'est que la valeur positive ou négative n'a aucune importance.
C'est-à-dire qu'on aurait pu, que ce soit sur l'axe 1 ou sur l'axe 2, on pourrait mettre les valeurs positives en valeurs négatives et les valeurs négatives en valeurs positives. D'accord? Peu importe. Le fait que ce soit positif ou le fait que ce soit négatif pour les coordonnées, ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est les points les uns par rapport aux autres. Donc, proche, attraction, éloigné, opposition. Mais en soi, le plan peut, et vous verrez que c'est parfois le cas, le plan peut tout à fait être présenté à l'inverse. D'accord? Deuxième chose, l'axe 1, je vous ai dit l'axe 1 abscisse, donc à l'horizontale, l'axe 2 ordonné à la verticale. Là aussi, je pourrais tout à fait dire par convention que l'axe 1 étant fait à la verticale et l'axe 2 à l'horizontale, là aussi, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que l'axe 1 est la première approximation, donc l'approximation la plus importante, donc là où il y a le plus d'informations résumées. Donc s'il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est à partir de l'axe 1 qu'on va la dire. Mais on pourrait, là encore, présenter autrement les points sur le plan, ça n'a aucune importance. Donc, récapitulons. La décomposition factorielle. Donc, vous voyez que nous avons, première étape, l'approximation de T, où on obtient donc le premier reste, R1, qui est notre tableau des écarts à l'indépendance. C'est ce tableau des écarts à l'indépendance que l'on va visualiser. Donc, le plan factoriel rend compte des écarts à l'indépendance et non pas des écarts observés, même si l'étape des écarts des effectifs observés est la première étape, l'étape initiale. Donc, à partir de ce tableau des écarts à l'indépendance, on va calculer donc le premier facteur, l'approximation de R1 à R2 près. Et donc, à partir de R2, on va produire une deuxième approximation qui va nous permettre de dégager un deuxième facteur et à R3 près, donc, mais ici R3 vaut 0 et donc nous avons fini la décomposition, il n'y a plus de reste, toute l'information est résumée donc sur deux axes. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Il va arriver d'ailleurs la plupart du temps que l'information ne sera pas résumée, ne sera pas complète, juste à partir d'un plan qui croise donc l'axe 1 et l'axe 2. Alors, comment fait-on, me direz-vous? On peut croiser l'axe 1 avec l'axe 3, l'axe 2 avec l'axe 4, voilà. On y reviendra plus tard, mais l'analyse factorielle, souvent, n'est pas terminée, n'est pas achevée, ne donne pas tout à voir à partir des deux premiers axes. Donc après, il y a plusieurs façons de faire, plusieurs écoles, on va dire, dans la façon de faire, on y reviendra, mais sachez qu'il est rare que les deux premiers axes, l'axe 1 et l'axe 2, résument toute l'information. Alors, combien d'étapes? De combien d'étapes, de combien d'approximations on a besoin? Ça dépend de la dimension la plus petite du tableau. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans votre tableau, vous avez, donc ici dans votre tableau croisé, vous avez deux variables. Ces deux variables ont chacune un certain nombre de modalités. La dimension la plus petite du tableau, c'est le nombre de modalités le plus petit de l'une ou l'autre variable. Donc ici, dans notre tableau destination des bacheliers, on a donc destination 3 modalités, série du bac 4 modalités. Donc la dimension la plus petite, c'est 3 modalités contre 4 d'un autre côté. Donc on dit que l'on a un tableau de rang 3. Ce tableau de rang 3, ça signifie
qu'il y a 3 étapes, y compris l'étape initiale, hein, pour 3 étapes de décomposition. 3 étapes, y compris l'étape initiale, ça signifie donc 2 étapes pour rendre compte des écarts à l'indépendance. Donc ici, dans le cas qu'on a vu ensemble, seules 2 étapes, 2 axes, 2 mises en facteur sont nécessaires. Dès l'instant où on a 4, 5, 6 modalités dans notre tableau croisé, il faudra donc plus de 2 étapes, donc plus de 2 facteurs, etc. Pause.